Et donc rendez-vous pour notre deuxième table ronde cet après-midi. Nous allons nous pencher très concrètement sur les pratiques de gouvernance dans les entreprises. En compagnie, donc, on vous a déjà rencontré, Patrick Bertrand, vous êtes dirigeant d'Holness, président du comité gouvernance des entreprises du MEDEF. À vos côtés, Sophie Lélias. Bonjour Sophie. Vous êtes présidente de Leader Exchange et vice-présidente de Prospective et idées au sein du MEDEF. À vos côtés, Helmond Lepas de Sécheval. Vous êtes secrétaire général et membre du comité exécutif de Veolia. Bonjour. Merci à tous les trois. Alors, on l'a vu, on l'a déjà un petit peu évoqué. On est à un moment de basculement dans la gouvernance des entreprises. Alors, j'ai envie, avec les témoignages que vous avez au quotidien dans les entités où vous intervenez, voilà, comment est-ce que vous le voyez, comment est-ce que vous le constatez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Qui ose se lancer? Patrick. Je veux bien démarrer. D'une certaine façon, d'ailleurs, même si tu ne crois pas qu'une gouvernance équilibrée serait utile pour ton entreprise, tu y es obligé. Pour une raison évidente, et vous avez parlé de basculement. Quand on regarde les sujets de transformation numérique, de transformation écologique, le climat, le risque de cybersécurité, la guerre des talents, très clairement, on voit bien qu'on peut plus piloter une entreprise avec une approche qui est une approche un peu monolithique. Je lance un nouveau produit, je crée une filiale, je fais une acquisition. Pourquoi? Parce que les thèmes que je viens d'évoquer et qui s'imposent aux entreprises, right or wrong, mais elles s'imposent aux entreprises. Ces thèmes sont transversaux et touchent l'ensemble du fonctionnement d'une entreprise. Et donc, André Lès l'a parfaitement bien exprimé. Tu es capable de le faire tout seul? Ben, à l'évidence, non. Donc, tu peux aussi considérer que c'est un point purement opérationnel. À ce moment-là, tu fais appel à un cabinet de consultants, un cabinet de conseil, c'est utile aussi, mais ça n'est pas un sujet purement opérationnel. C'est un sujet qui va toucher l'ensemble de l'entreprise. Et quand je vois, d'ailleurs, c'est pas une critique, parce que il faut toujours commencer par quelque chose. Après, peu importe, ce qui compte, c'est que les choses avancent. Mais pour adresser le problème du climat, on va recruter un directeur ou une directrice ESG, ou pour adresser la cybersécurité, on va confier ça à sa DSI, son directeur des services informatiques. Mais non, c'est pas un sujet opérationnel. C'est un sujet qui va bouleverser le fondement et l'organisation globale de ton entreprise. Et tu ne vas pas pouvoir le faire tout seul. Donc on revient à ce qui a été très largement évoqué. N'aie pas peur, et d'ailleurs je dirais, c'est mon message, n'aie pas peur de t'entourer. Et t'entourer, ça n'est pas dire tiens, je connais quelqu'un, est-ce que tu pourrais venir m'aider, etc. C'est définir la grille de compétences, et de compétences techniques, mais aussi de compétences humaines, c'est-à-dire de capacité, on y viendra, de qualité humaine dont j'ai besoin autour de moi pour pouvoir déployer et confronter et permettre à mon entreprise d'adresser et de transposer ces grands enjeux de transformation. Donc c'est presque un lieu commun de le dire, mais il faut le répéter, puis le répéter, puis le répéter, parce que on a le sentiment que dans un certain nombre d'entreprises ou d'organisations, ces sujets sont pris comme des sujets techniques. Ce ne sont pas que des sujets techniques. Il y a des problématiques techniques à traiter à l'intérieur de ces sujets, mais ce sont des sujets de stratégie. Sophie, on n'a pas le choix parce que c'est même plus la tempête, c'est la tornade, c'est ça? Allô? Oui, tout à fait. Et en fait, juste pour rebondir là-dessus, il y a transformation, il y a aussi complexité. C'est-à-dire qu'en fait, on a à la fois la complexité, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde encore plus complexe que le monde d'il y a même 20 ans, et en plus, on a des transformations profondes. Donc, un dirigeant ou une dirigeante seul, ou un management seul, n'arrivera pas à complètement comprendre l'ensemble de ces enjeux et ces complexités. Donc ça, je pense que c'est surtout, c'est ça le premier point. Et le deuxième, c'est pas de réduire la gouvernance uniquement au conseil. C'est le lien avec le conseil, mais aussi la gouvernance interne à l'entreprise. Et là où le conseil d'administration peut aider, c'est-à-dire les sages, on peut imaginer les sages, mais ça peut être des experts, ça peut être des personnalités, ou des gens qui vous font réfléchir. C'est vraiment de vous faire réfléchir vous-même en tant que dirigeant. Est-ce que l'organisation que j'ai correspond à ce dont j'ai besoin pour mon avenir?
Et c'est pas simplement le changement des personnes, mais ça peut être simplement l'organisation des équipes. Comment est-ce qu'elles travaillent ensemble? Est-ce qu'on est dans des silos? Est-ce qu'on est justement plus transversaux? Ça peut être, est-ce que je peux améliorer les compétences? J'ai beaucoup de personnes, on a des questions démographiques, donc là aussi, la question de la guerre des talents. Est-ce que je peux faire en sorte que des personnes aient des formations qualifiantes? Ça, un conseil d'administration peut poser ce genre de questions, peut encourager le dirigeant à réfléchir à ces sujets. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième point, c'est un bon conseil d'administration aide aussi à l'entreprise à être résiliente. Et il ne faut pas oublier que dans les basculements, il n'y a pas que de la croissance, il y a aussi la résilience. Et survivre la tempête, traverser la tempête. Et Angeles l'avait dit très clairement, fermer un peu ces angles morts. Tellement les attentes vis-à-vis de l'entreprise sont aussi plus importantes que jamais. Est-ce qu'on doit répondre à ces attentes? Sûrement. Pour répondre à cette question du basculement, moi je voudrais faire 3 constats. Premier constat, la première fois que je suis entré dans un conseil, c'était il y a 22 ans. C'était le conseil de surveillance d'une société en commandite par Action, le groupe Lagardère, du temps de Jean-Luc Lagardère. Après, j'ai fait partie d'autres conseils d'administration. Je suis aujourd'hui secrétaire du conseil d'administration de Veolia et je constate que en 22 ans, la professionnalisation des conseils d'administration est considérable. Mais ça a été plutôt un mouvement continu que par rupture très forte. Pour faire écho aux propos conclusifs d'Isabelle Kocher de Leiritz dans la table ronde précédente, pendant des années, 15 ou 20 ans, ça a quand même été de la réponse à des injonctions réglementaires. Quand en 2001, j'ai nommé peu de temps après, la loi sur les nouvelles régulations économiques, sur la rémunération des dirigeants ont prévu qu'il fallait la rendre publique, les conseils d'administration ont commencé à professionnaliser le sujet. Ils n'ont pas juste publié la somme. Ils ont commencé à faire de l'étalonnage avec des groupes témoins, à réfléchir à la répartition entre le fixe, le variable, annuel, pluriannuel, à nommer des comités des rémunérations. Ensuite, pour essayer d'échapper au CNP, le code AFEP-MEDEF, le MEDEF et l'AFEP ont rédigé un code de gouvernance. Et puis on a quand même eu le CNP. Enfin bref. Donc on voit que sur cet exemple-là, mais je pourrais en prendre plein d'autres, la réglementation générale sur la protection des données, la communication extra-financière, bref. Sur tous ces sujets, ça a énormément évolué, mais sur pression d'injonctions complémentaires. Le vrai basculement, selon moi, sur ces dernières années, c'est précisément la prise en compte des attentes très fortes. Je le daterai d'avant la grande crise sanitaire, mais je pense que la crise sanitaire a été a permis un champ d'expansion de cette nouvelle façon de voir les choses. Pour moi, en France, ça date de la loi Pacte, de la modification de l'article 1833 du Code civil, qui consacre une nouvelle vision de l'entreprise. C'est-à-dire qui, au moins pour l'Europe, mais ça a été très très vite suivi. Le 25 août 2019, il fallait revoir la déclaration de la Business Roundtable américaine, donc des 180 plus grandes entreprises américaines qui essayent de remettre l'échelle des valeurs dans le bon ordre. En fait, c'est la fin de la vision purement financière de l'entreprise, purement friedmanienne de l'entreprise, dans laquelle du moment que vous avez un marché, une demande, quelle qu'elle soit, fût-ce la prostitution, le marché de la drogue, que sais-je, tout ce que vous détestez le plus, du moment que elle est profitable, elle crée de l'emploi, elle enrichit ses actionnaire, elle est utile à la société. Alors que la modification de l'article 1833 du Code civil français, qui dit une entreprise est gérée dans l'intérêt de ses actionnaires en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux, c'est la même loi Pacte qui introduit la possibilité d'adopter des raisons d'être. Ça n'a pas été retenu par la loi Pacte, mais dans les travaux préliminaires, notamment dans le rapport Nota Senar, les comités de parties prenantes, il était suggéré de créer des comités de parties prenantes. Bref, cette écoute, cette attente des parties prenantes, des salariés, des clients, des jeunes générations, des ONG, des territoires dans lesquels on opère, je pense que ça c'est vraiment le basculement. Et ce qui est très puissant, c'est que agir sous contrainte, essayer de répondre à une contrainte réglementaire, c'est quand même moins motivant que d'essayer de répondre à des attentes, des demandes considérables des gens qui ont partie liée avec vous, de vos salariés, de vos clients, des territoires dans lesquels vous travaillez. Et donc pour moi, ça,
C'est le véritable basculement des toutes dernières années, des 4 ou 5 dernières années, et qui a un impact effectivement important sur l'organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance des entreprises. Parce que ça change la donne, ça change la philosophie, en fait. Sophie. Sur ce point-là, et c'est très pertinent, c'est qu'avec ce basculement Business Roundtable et autres, il y a eu le basculement des marchés financiers. Et les marchés financiers financent les entreprises. Ils financent les entreprises par des prêts, ils financent des entreprises par du capital. Et on voit aujourd'hui, dans la complexité dont on parlait, il y a une complexité également dans les attentes des investisseurs. Et cette complexité, elle est soit certains qui sont uniquement pour le retour sur l'investissement financier, d'autres qui cherchent au contraire d'autres valeurs et d'autres retours, notamment sur des questions environnementales ou sociales ou sociétales avec impact. Et vous avez les créanciers aujourd'hui, les banques, qui demandent aussi un certain nombre de critères, en tout cas qui exigent un certain nombre de critères ou certains engagements en termes de climat. Et j'ai vu, et je vois d'ailleurs, dans certaines conditions de prêt, des conditions de prêt plus favorables lorsqu'on répond à ces... Comme ça, c'est mieux, pardon. Et lorsqu'on répond justement à ces critères environnementaux ou sociaux. Donc j'ai un exemple précis, on a baissé le taux de prêt parce qu'on avait réussi à atteindre un taux de parité. C'est un exemple typique. Et ça aussi, ça a une valeur économique, mais c'est une transformation des marchés financiers. Bon. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Sophie, en disant la finance s'est mise à regarder le sujet, la réglementation aussi. Puisque je me suis mis à décrire ce qui s'est passé depuis 20 ans, en fait, l'entreprise est vécue par les organes qui font la réglementation comme étant un problème. Il fallait juguler les excès, par la contrainte, les excès du capitalisme qui exploitait ses salariés, qui exploitait l'environnement, etc. Pour la première fois, une directive européenne, la CSRD, donc la nouvelle directive sur le reporting de durabilité, qui sera en application l'année prochaine pour les grands groupes, mais sur l'année de l'exercice 2024, donc pour laquelle il faut se préparer, il n'envisage pas seulement l'entreprise sous l'angle de ses impacts négatifs. Dans la SFRD, celle des financiers, c'est les Principal Adverse Impact, les impacts principaux négatifs. Eh bien, pour la première fois, dans le reporting extra-financier, le reporting de durabilité de la CSRD pour les entreprises, à partir de l'année prochaine, enfin pour les plus grandes d'entre elles, on doit examiner les impacts positifs et négatifs, les risques et les opportunités. Cette vision beaucoup plus équilibrée des entreprises ne sont pas seulement un problème, elles sont aussi une partie de la solution. Quand je disais que je pense qu'au moment de la pandémie, objectivement, il faut faire attention à ce que je dis, mais on va dire que les gouvernements n'ont pas vraiment été à la hauteur des attentes des citoyens. Les entreprises, en revanche, qui ont continué à assurer les services essentiels, elles se sont redorées le blason. Et donc, je pense qu'une énorme partie de ces attentes, alors que le terreau était favorable, sont nées à partir de ce moment-là. Et encore une fois, le fait que la réglementation soit plus autant, univoque, mais plutôt plus équilibrée, me paraît un signe très très fort. Patrick, vous vouliez réagir ? Oui, pour rebondir, je partage ce qui est évoqué. C'est vrai que la réglementation peut être un moteur et c'est une reconnaissance, Sophie, du rôle de l'entreprise. Mais au fond, ce qui compte aussi, c'est l'état d'esprit et les croyances. Et puis, comment faire en sorte pour assurer la pérennité et la performance de l'entreprise. Et pardonnez-moi d'être familier, mais j'ai souvent eu l'occasion de discuter avec des dirigeants d'entreprise en disant, écoute, même si tu crois pas au climat, même si tu crois pas au numérique, même si tu crois pas à l'avantage de la diversité au sein de ton entreprise, égalité homme-femme, eh bien, tu n'auras plus de clients parce que tes clients n'achèteront pas les produits parce qu'ils considéreront que tu n'es pas une entreprise respectable. Tes fournisseurs vont arrêter de commander notamment tes grands donneurs d'ordre. Guerre des talents, tu n'arriveras plus à recruter parce que ta gouvernance, elle est pourrie. Il y a un mec qui décide en haut, il n'y a pas de femmes. Comment se fait l'évolution? C'est monolithique en termes de pratique. Et puis, sur l'aspect, je dirais, modernisation, transformation de l'entreprise. Donc, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, tu dois y passer. Et ne raisonne pas uniquement en fonction d'une compliance par rapport aux lois qui constituent un moteur,
d'évolution, mais résonne tout simplement parce que le monde le demande, le monde au sens large. Et si tu veux pérenniser et développer ton entreprise, c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Alors justement, très concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place une bonne gouvernance ? Je vais rebondir alors puisque j'ai le micro, mais le thème c'est les incontournables et les impératifs de la gouvernance. Et au fond, je crois que nous avons eu l'occasion d'en discuter en préparation de cette table ronde. Au fond, notre propos, c'est de dire que finalement, l'incontournable, c'est surtout les soft skills des gens que vous allez embarquer avec vous, qui vont vous entourer. Parce que on parle de conseil d'administration. Andrea a très bien exprimé le fait qu'elle a recruté des compétences dans un certain nombre de domaines qui l'aident. Ça, c'est un élément qui est essentiel, mais on l'a tous fait dans nos vies d'entrepreneurs et de dirigeants. Recruter, bon, on sait assez bien reconnaître les hard skills, donc on est sûr de pas trop se tromper sur la compétence technique. Par contre, on se plante souvent sur un recrutement parce que en dessous, il n'y a pas les qualités, les soft skills nécessaires. Alors, quelles seraient-elles et quels seraient un incontournable ou les incontournables pour la gouvernance? Le premier élément, c'est le courage. Mais vraiment, c'est le courage. Je pense aux différents boards auxquels je participe, auxquels j'ai participé dans le passé. J'ai quand même plusieurs fois été très étonné, y compris de la part de personnes capées, du manque de courage pour exprimer un désaccord. D'ailleurs, exprimer un désaccord, c'est pas forcément être frontal, ça peut se faire en amont avec les principaux responsables du conseil d'administration. Mais le courage, et du côté de la dirigeance, c'est la transparence. Et ça a été très bien évoqué tout à l'heure. On vous parle que des choses qui vont bien, pas vraiment des choses qui pourraient aller mal. Et quand ça va mal, on vous dit pas toute la vérité. Donc on voit bien que ces sujets de courage d'un côté et de transparence finalement sont les incontournables. Et après, tu organises, comme je l'exprimais très bien tout à l'heure, tu organises ta gouvernance de la façon qui est la plus efficace pour toi. Un exemple très rapide sur les entreprises familiales. Une entreprise familiale qui veut conserver l'entreprise dans la famille et qui a des dirigeants ou des dirigeantes possibles dans la famille en génération, capacité de prendre le management d'entreprise. Une entreprise familiale qui a un trou de génération, elle est obligée de recruter quelqu'un de l'extérieur. Et une entreprise familiale dont la famille veut séparer et vente du capital. Eh bien, on voit bien qu'il y a une structuration de la gouvernance sur le plan juridique qui va se faire de façon différente. Par contre, ce que j'évoquais, en incontournable, être transparent, avoir du courage, communiquer, ça demeurera. Et donc, ce qui peut changer, c'est les outils juridiques ou les tiroirs juridiques que vous allez utiliser, mais ce qui ne changera pas, et c'est pour ça que c'est incontournable, c'est quelles sont vraiment les personnes que vous avez en face de vous et qui vous aident à développer votre entreprise. Sophie, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire ? Alors, ne pas faire déjà. Je crois que ça a été dit plus tôt. Surtout pas avoir des personnes qui cochent des cases. Ensuite, de ne pas avoir un conseil qui soit une brochette d'individus, parce que ce n'est pas une brochette d'individus ou de compétences, c'est un vrai collectif. Et je crois que ça, on l'a tous vécu, et on le voit d'ailleurs dans nos entreprises, dans toutes les entreprises. Et pour revenir à ce que tu disais, il y a courage, je pense qu'il y a écoute. Vrai, c'est très important, l'écoute, parce que Angeles avait mentionné les questions d'ego, mais des gens dans les conseils sont des gens qui sont pressés, qui ont beaucoup d'activités. Donc la capacité d'écoute est pour moi un point essentiel. Capable d'aller au contact. Donc un truc que je recommande fortement, c'est d'aller voir les salariés, aller sur les sites, parce que c'est en faisant ça qu'il n'y a pas que la transparence, mais ça crée les liens de confiance. Quand on va sur un site et qu'on rencontre des salariés, surtout quand on peut, eh bien, on apprend l'entreprise, et ça permet aussi, pas de vérifier, mais d'avoir un sens de la culture de l'entreprise. Et puis, c'est de se voir en dehors des conseils. C'est-à-dire qu'un conseil d'administration ne se limite pas à 4 ou 5, bon, quand c'est 8 réunions, quand c'est 12 réunions, c'est qu'il y a un problème, mais à moins que ce soit réglementaire. Mais c'est 4-5 réunions, et il y a des dîners, où il y a des réunions, il y a des
des moments où les gens se connaissent en dehors d'un ordre du jour pour se connaître. Parce que je dis toujours que dans un conseil, quand les choses vont bien, on n'a pas forcément besoin de se connaître. Mais c'est quand ça va mal qu'il faut se connaître. Et surtout, la direction a besoin de connaître ce conseil. Et puis, un dernier point, et ça va avec un peu tout le reste, c'est encourager la participation de chacun. Je crois qu'un bon président, une bonne présidente encourage la participation de tous. Et ça permet d'identifier les vraies compétences, les vrais angles, les leviers qu'on peut avoir avec chacun de ces individus pour pouvoir accompagner sur des sujets précis. J'aime beaucoup ce que dit Sophie, notamment dans les, on va pas dire incontournables, mais bonnes pratiques, quand tu évoquais le fait de se voir en dehors d'un ordre du jour, mais de se voir en dehors d'un ordre du jour et en dehors de la dirigeance de l'entreprise, c'est-à-dire entre administrateurs ou membres du comité stratégique ou du comité consultatif, peu importe comment il s'appelle. Mais c'est vraiment un point qui est essentiel pour tester, sentir si on est à peu près sur la même longueur d'onde, sur une dimension stratégique, une difficulté de l'entreprise qui se pose sur le plan business, par exemple. Sophie, juste pour vous faire réagir sur ce dernier point, vous aviez expérimenté, notamment dans des conseils aux États-Unis, comment est-ce que concrètement ça se passe pour arriver à s'échapper de la dirigeance? Alors en fait, c'est l'avantage d'une bonne gouvernance, c'est aussi des gouvernances avec des bons process. Et dans ce process, on a systématiquement une réunion non exécutive de chaque comité. Donc parfois, ce n'est pas indispensable, on dit est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. Mais de chaque comité, gouvernance, rémunération, etc. De chaque conseil, on le fait, j'ai un fonds, je suis administrateur dans un fonds en Afrique, on le fait également. Et dans une petite banque à Lyon, c'est quelque chose que j'ai mis en place, notamment pour le comité de gouvernance, pour traiter en particulier des questions de rémunération et de succession. Et on le fait maintenant dans le conseil d'administration. Et c'est effectivement ce moyen de pouvoir discuter en dehors de tous, parfois un à un avec le dirigeant de l'entreprise, pour qu'il puisse ou elle puisse parler et évoquer les sujets que cette personne n'oserait pas évoquer devant les autres membres de son équipe, mais aussi à nous, entre nous, de se dire, effectivement, est-ce qu'on est sur la bonne longueur d'onde? On a un petit sujet là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce qu'on va y arriver? Donc c'est très, très constructif et c'est dans la confiance. C'est pour ça que plus il y a de l'investissement dans l'humain, plus on peut faire ce genre de réunion. Mais s'il n'y a pas d'investissement humain, on ne peut pas faire ces réunions parce que tout de suite, ça crée la méfiance. Helmand, alors si je reprends la question d'origine qui était qu'est-ce qui fait une bonne gouvernance? Mais je ne vais pas redire ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs, Patrick et Sophie, donc je vais rebondir dessus. Je pense que l'enjeu à ne jamais perdre de vue, mais comme dans toute dynamique collective, c'est que le groupe conseil d'administration COMEX soit meilleur que le meilleur du groupe. Et donc, dans sa composition, diversité, pas seulement hommes-femmes, diversité de profils, d'expériences, de compétences, etc. Et dans ses méthodes de fonctionnement, avec les recettes telles que celles que Sophie vient de mentionner, tout doit être fait pour que la qualité du débat, que la qualité de l'échange, que la profondeur des échanges soit là. Moi, je vais donner un autre truc. On a institué il y a des années chez Veolia la règle suivante. Quel que soit le sujet, il faut que le temps de présentation soit inférieur au temps d'échange. Donc, par exemple, si on décide de consacrer 45 minutes à un sujet, c'est maximum 20% pour présenter le sujet, minimum 20 minutes, je veux dire, et minimum 25 minutes pour en débattre, pour y échanger. Le fait d'avoir des conseils pas trop nombreux peut être... Il faut qu'il y ait un minimum de diversité, on l'a dit. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai expérimenté un conseil à 19 personnes. Quand sur un sujet donné, on donne la parole à tout le monde, on fait un tour de table, que chacun prend 2 minutes, donc est vraiment concis sur sa pensée, ça fait 38 minutes. Donc l'idée de pouvoir rebondir sur ce qu'a dit le précédent, c'est juste impensable. Quand on a réduit le conseil d'administration à 12 personnes et qu'on a interrogé les membres, ils nous ont dit « Ah, on a quand même une qualité, on peut répondre quand quelqu'un a utilisé un argument intéressant, que ça nous a fait réfléchir, on peut faire un complément, c'est vraiment quelque chose de très utile. » Et dernière recette que je donnerai, là encore, ça va rebondir sur ce qu'a dit Patrick, mais aussi sur ce qu'a dit, vous allez croire que je suis monomaniaque, Isabelle Kocher de l'IRITS, un peu avant dans son intervention de la table ronde précédente, c'est il faut que la gouvernance, ça déborde des instances formelles.
Donc ça a été dit comme ça. Quand je dis que ça déborde, le coût de la raison d'être. Chez Veolia, on a mis 1 an et demi à l'élaborer, cette raison d'être. C'est la plus longue du CAC 40, elle fait 475 mots, parce qu'on a mis une plateforme collaborative, on a proposé à tous les salariés de s'exprimer sur le sujet, on avait remis nos valeurs, on a dit postez vos idées, on a bien sûr consulté les instances représentatives du personnel, ce qui était encore autre chose, bien sûr le comité de direction, bien sûr le conseil d'administration, bien sûr des clients, des panels, ça. On a mis 1 an et demi à produire la chose. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, c'est bien d'avoir un texte, là, un manifeste de ce qu'on croit. Voilà. Que fait l'entreprise? Comment le fait-elle? Pourquoi le fait-elle? Ok, c'est bien, mais concrètement, quoi, ça se mesure comment qu'on fait ça tous les jours? Alors, on a mis en place des indicateurs de mise en application de la raison d'être. Et puis, ces indicateurs de mise en application de la raison d'être, on les a mis dans tous les processus de l'entreprise. Ça aussi, c'est de la gouvernance. Dans les comités d'investissement, dans les procédures budgétaires, dans l'évaluation annuelle des collaborateurs. Et donc ça, c'est ce que j'appelle de la gouvernance, qui part du haut. À la fin, c'est le conseil d'administration qui a arrêté cette fameuse raison d'être, qui a été présentée à l'Assemblée générale. Mais derrière, ça irrigue, ça déborde les instances formelles de l'AG, du conseil, du COMEX, du CODIR, etc. Et ça, je pense que, après le basculement, c'est vraiment une des clés du succès. J'ai envie de vous emmener un point plus loin dans le concret. Pour les dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire demain, vraiment applicable dans leur entreprise, dès demain, pour améliorer la gouvernance? Et j'ai envie de dire, même si c'est une entreprise de petite taille, voilà, qui n'est pas force. Parce que vous avez quand même un petit côté CAC 40 là. Je ne sais pas, c'est pas une critique, hein, mais c'est l'avantage des grands groupes et des grandes procédures parfois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit applicable à toute taille d'entreprise pour que, en fait, on ait plus de fluidité, plus d'écoute, plus d'irrigation de bonnes idées, pour reprendre des termes qui ont été employés tout à l'heure par les uns et les autres? Mais je ne suis pas sûr que ce soit un sujet de taille d'entreprise, puisque bon, j'accompagne depuis très très longtemps beaucoup de start-up qui sont des petites entreprises, et certaines sont devenues grandes, et on en est très heureux, mais qui, dès le début, intègrent cette démarche de gouvernance, ne serait-ce que parce qu'elles lèvent des fonds, donc elles doivent faire participer et définir les règles internes au travers du pacte d'associés. Donc c'est pas une question de taille, je pense que c'est plutôt une question de parcours. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, et c'était intéressant, je crois, dans la question avec l'interview avec André Less, en disant finalement oui, mais il y a quand même des entreprises dont on peut dire que le roi est seul, parce que c'est souvent des hommes de 50, 60, 70 ans, et qui marchent très bien. De façon quasi certaine, elles vont dans le mur, pour une raison évidente, le décès. Vous concentrez le fonctionnement de votre entreprise sur quelqu'un qui fait un travail remarquable, il n'y a absolument aucun doute, qui arrive parce que c'est souvent des gens qui sont très terrain et qui sont appréciés de leurs collaborateurs, qui ont un leadership de légitimité et non pas simplement d'autorité, mais de façon certaine, il va entraîner son entreprise dans le mur. Donc, de facto, on voit bien que la thématique, à un moment donné, de gouvernance se pose. Alors, quelle est-elle pour celui qui dirige de cette façon-là? Est-ce que c'est de monter en puissance progressivement, de prévoir un plan de succession? Ça, peu importe. Mais s'il ne le fait pas, eh bien, il a vécu une très belle vie, il a construit une très belle entreprise, et c'est après moi le déluge. Donc, on voit bien que chaque circonstance, chaque taille d'entreprise, chaque secteur d'entreprise nécessite d'injecter de la gouvernance. Et c'est pour ça que on a titré les incontournables et les impératifs de la gouvernance. C'est d'une certaine façon, n'ayez pas peur, réfléchissez à ce qui peut faire en sorte que votre entreprise soit pérenne, qu'elle puisse éventuellement se développer, qu'elle puisse adresser les sujets auxquels vous êtes attaché ou auxquels vous êtes confronté, qu'ils soient de nature business ou réglementaire. Mais allons-y, et on a une chance inouïe en France, c'est qu'il y a eu la création décriée par certains du statut juridique de la SAS, la société anonyme, enfin la société par action simplifiée, pardon. Et c'est formidable parce que vous pouvez construire la gouvernance que vous voulez, parce que vous n'êtes tenu par les grandes règles générales du Code du commerce, mais pour ce qui est
de l'organisation de votre gouvernance, vous pouvez l'écrire de la même façon qu'on écrit un pacte d'associés avec un fonds d'investissement qui rentre dans votre entreprise. Vous pouvez l'écrire et puis la faire évoluer. C'est pas gravé dans le marbre. Vous l'écrivez, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez mettre en statut. Vous pouvez le faire à côté. Donc, on a tout ce qu'il faut pour casser ces peurs ancestrales qui aujourd'hui changent, et je vous l'ai dit tout à l'heure et je termine là-dessus, moi je suis extrêmement confiant. Pourquoi ? Parce que on sait toujours que les choses ne peuvent évoluer qu'à partir du moment où il y a un diagnostic partagé. Et ce que j'évoquais tout à l'heure sur les 88% d'entreprises PME, PMI et ETI qui ont conscience que la gouvernance est un facteur de performance et de pérennité pour l'entreprise, ça veut dire qu'on est d'accord sur le constat. Donc maintenant, allons-y, et c'est un peu notre rôle à tous, au sein du MEDEF aussi, c'est d'expliquer comment on peut avancer, et regarde tous les outils ou tous les dispositifs que tu as en main. Et je sais que je suis trop long, mais un outil là pour l'homme en question auquel peut-être vous pensiez, la séparation de fonctions, c'est un super outil entre le président non exécutif et le directeur général. Pourquoi ? Parce que le président en question, il garde son image sociale. Comme il est président du conseil d'administration, il a vocation à traiter de tous les sujets stratégiques, etc. Mais il ne fait pas le day-to-day. Donc voilà, il y a des tas de dispositifs qui existent et qui vous permettent d'adresser votre problème spécifique à votre entreprise, ce que j'appelle la gouvernance adaptée. Pardon d'avoir été un peu long. Mais non. Edmond, un truc applicable, rapidement. 3. Non, quand je dirais... qu'on peut mettre en place rapidement, c'était pas comme pour Sophie, contraindre. le retour d'expérience est fondamental. Donc, à la fin de chaque session, on fait sortir les dirigeants et les administrateurs entre eux, regardent. Nous, on en fait systématiquement 2 à la fin de chaque conseil, une en présence de la directrice générale, puis ensuite on la fait sortir, parce qu'elle est aussi administratrice, et une en son absence. Mais en termes de retour d'expérience, mesure supplémentaire, l'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil ou des comités. Donc ça se fait par l'aide d'un questionnaire très simple, dans lequel on pose des questions très simples. Êtes-vous satisfait de la documentation qui vous est envoyée ? Est-ce qu'elle est envoyée suffisamment longtemps à l'avance ? Est-ce que vous êtes content de la manière dont le président anime les réunions ? Voilà. Et est-ce que vous êtes content de la restitution par les présidents de comités et des comités ? Donc chez Veolia, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait 2 ans sur 3 simples questionnaires, dépouillés d'ailleurs jusqu'à récemment de manière extérieure, histoire de garder l'anonymat. Et la 3e année, c'est doublé, c'est complété d'interviews entre l'entreprise extérieure et chacun des administrateurs. Ça permet d'exprimer tas de choses, et notamment sur la composition du conseil. Pensez-vous que des compétences manquent ? Avez-vous le sentiment que sur tel ou tel sujet, vous n'avez pas apporté suffisamment de valeur ajoutée à la direction générale pour le sujet qu'il avait à résoudre ? Ça vous a conduit à vraiment changer des choses, ces études ? Ah oui, et puis alors surtout, ce qui est très important, alors quand on est coté, on le publie, mais même quand on ne le publie pas, l'idée de revenir sur un conseil en disant, en synthèse, qu'est-ce qu'on fait bien et qu'il faut qu'on continue à faire bien ? Où est-ce qu'on a de vrais points d'amélioration et qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, je pense, mais considérablement modifier les fonctionnements. Et je parlais de professionnalisation. Typiquement, on s'est mis à faire du dialogue actionnarial avec les départements gouvernance des grands investisseurs il y a 7 ou 8 ans maintenant, parce que c'était sorti lors d'une évaluation du Conseil. Systématiquement sur la composition, tous les ans, ils se disent il y a beaucoup de digital ces derniers temps avec l'intelligence artificielle générative. Est-ce qu'on ne devrait pas se doter d'une compétence en la matière ? Oui, bien sûr, c'est extrêmement utile pour revenir sur les choses. Vous aviez promis un 3e point, non ? J'ai raté un... J'ai dû l'oublier du coup. Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire des choses. Je vous redonnerai la parole. Merci. Sophie, très concrètement, vos conseils. Alors, moi, je suis dans plusieurs sociétés où j'étais aussi dans sociétés qui ont moins de 55 salariés. Donc, on ne parle pas de grosses structures. Et je dirais que la gouvernance d'une structure qui est plus petite, elle est encore plus importante que dans une grosse structure. Pas forcément pour les mêmes raisons. C'est un conseil qui est plus opérationnel, dans le sens où il est beaucoup plus proche du dirigeant. Et il accompagne plus encore le dirigeant. Donc je dirais que la gouvernance est plus importante parce qu'elle est plus opérationnelle. Elle permet de construire la résilience, anticiper un certain nombre de changements ou d'évolutions qui sont nécessaires.
voir un peu ce qui se passe à l'horizon et identifier certains risques. Sur le plan pratique, je dirais, une des choses, pour revenir à ton point, si une société, moi je vois dans celle où je suis arrivée, c'est des sociétés assez récentes qui ont moins de 10 ans. Et on a instauré justement une évaluation. La première était quand même assez basique. La deuxième était pour un vrai retour. Et on a demandé quelles sont les recommandations que vous vouliez, et notamment en termes de compétences. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qui d'autre faudrait-il au conseil d'administration? On a demandé aussi... Pardon, c'est moi? Je ne sais pas si on l'approche un peu plus. Non, c'est mieux là? C'est mieux, mais il faut carrément le coller au menton. On a demandé aussi aux dirigeants, c'est-à-dire aux membres du COMEX, de remplir aussi cette évaluation. Pour que le COMEX, et on a scindé, on a identifié, parce que c'était anonyme, on a scindé le COMEX et le conseil. Mais on peut élargir du COMEX en disant, mais vous, au jour le jour, qu'est-ce qu'il vous faudrait au conseil d'administration aussi? Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme personne? Et donc, ce sondage, qui est en fait une évaluation, et à partir de là, on récupère les informations et on fait un plan de synthèse, un plan d'action qu'on discute. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement opérationnel que n'importe quelle société peut faire gratuitement en trouvant en ligne. La deuxième chose, c'est les personnes qu'on identifie dans un conseil d'administration, me semble-t-il, doivent être des gens plus pédagogues, plus que dans une grande société, plus disponibles, parce que ça nécessite en fait beaucoup plus de temps que dans des grandes sociétés. La réalité est là. Parce qu'il y a moins de structures organisées, en fait. Voilà, il y a vraiment tout à monter. Et puis, on est beaucoup plus sollicité. En tout cas, c'est mon expérience. Donc, c'est un immense privilège de pouvoir siéger dans une société qui est plus petite, parce qu'on l'accompagne. Voilà. Donc, j'encourage les entreprises qui sont plus petites, si elles ne l'ont pas, de le faire. Déjà, de commencer par un questionnaire. Helman, vous vouliez compléter? J'ai retrouvé mon troisième point, et il est important, ça va être encore un rebond sur ce qu'a dit Patrick tout à l'heure avec la gouvernance adaptée. Si j'ai un conseil à donner, ne faites surtout pas de prêt-à-porter, ne faites que du sur-mesure. Regardez quels sont les enjeux de l'entreprise dont vous êtes membre d'un conseil d'administration ou le dirigeant, peu importe. Regardez de quoi lui il a besoin, quels sont les enjeux qu'il a à relever, etc. Ça, c'est vraiment, enfin, je pense que c'est absolument crucial. Je ne l'ai pas dit, il faut que je fasse attention. Je suis aussi membre depuis 9 ans du collège de l'autorité des marchés financiers. Donc, je ne peux pas vous trahir le secret des délibérations, mais vous voyez que chaque année, dans son rapport gouvernance, il s'ingénie à aller mettre des pistes de réflexion, notamment pour le Haut Conseil du gouvernement d'entreprise ou la FEP et le MEDEF, pour aller tout réglementer. Et donc, je me suis beaucoup battu, souvent en perdant mes combats, pour que, au contraire, des derniers sujets, ça a été, puisqu'il y a des comités RSE de plus en plus souvent dans les entreprises, il faudrait peut-être réglementer le comité RSE. En matière de proportion, d'indépendance. Je leur dis, mais surtout pas. Nous, Veolia, on en a 2. Pourquoi 2? C'est comme ça, on a fait un comité de la raison d'être. Lui, c'est le conceptuel, il a fait tout le travail que je vous ai décrit tout à l'heure. Puis on en a un qui est très, très opérationnel, qui s'appelle comité recherche, innovation et développement durable. Bon, mais ne me forcez pas à aller les fusionner ou quoi. Non, c'est adapté à mon entreprise. Je recommande à aucune autre de faire pareil, ou au contraire. Enfin bon. Donc, allez regarder ce que font les grands groupes qui publient, etc. C'est sans doute pas inutile, mais surtout, ne faites pas de copier-coller. Faites du copier et adapter, pour reprendre le terme de gouvernance adaptée. Je voudrais qu'on prenne 2 minutes quand même pour parler des conflits. J'avais posé la question à Andrés Garcia Poveda, mais ça vous est arrivé de vivre un conflit? Comment ça se passe? Comment on le résout? Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais du tac au tac comme ça. Alors, il faut absolument éviter le conflit, surtout pas la confrontation. Je pense que tout ce qu'a dit Angeles, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la liberté de parole, le courage, l'intégrité intellectuelle, faire pouvoir rebondir les uns sur les autres, le respect qu'on doit témoigner à chacun de ceux qui parlent, tout ça, c'est fait pour éviter le conflit sans obérer la profondeur des échanges. Moi, mon rôle en tant que secrétaire du conseil d'administration, et je l'ai appris du plus âgé, il est mort il y a 5 ans bientôt, des administrateurs, il était tellement un peu âgé qu'on l'a fait passer censeur, et il est mort en fonction à 92 ans. Serge Michel, paix à son âme. Serge, il était vraiment
très très fort parce qu'il avait une capacité à sonder les reins et les cœurs qui était inédite. Et un jour, je lui ai demandé « Comment tu fais ?» Il m'a répondu « J'écoute ce que les gens ne me disent pas. » Et donc moi, au conseil, le secrétaire, bien sûr, je prends des notes quand même, mais je regarde l'attitude, le body language, comme me redit Isabelle tout à l'heure. L'attitude des gens. Est-ce qu'ils s'ennuient, qu'ils bâillent? Est-ce qu'ils se mettent à faire autre chose? Est-ce qu'ils manifestent là? Et j'essaie de capter tous les signaux faibles qu'il y a pendant le conseil d'administration. Et si je sens qu'il y a du retenu, du non-dit, quelle que soit la raison pour laquelle c'est, je vais systématiquement voir le président ou la directrice générale en disant il me semble qu'il faut aller au contact. Ça peut être vous, ça peut être moi, etc. Mais ça, je pense qu'effectivement, veiller à ce qui est... et ça sert à quoi? À ce que quand les choses sont rentrées, c'est que c'est comme le ressort. Hein. On le tend jusqu'à ce que ça... ou l'élastique jusqu'à ce que ça claque. À l'inverse, si tout de suite, on prend... Et puis on va interroger la personne. On a senti que tu n'étais pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, si la personne... c'est une bêtise, ben, on calme le sujet. Si c'est un vrai sujet, mais un bon sujet qu'elle n'osait pas évoquer, eh ben, on le prend absolument en considération. Donc je crois que tout l'enjeu, c'est bien celui-là. C'est permettre le plus possible la confrontation afin d'éviter la crise de gouvernance, le conflit. Patrick. Je trouve la formule confrontation-conflit qui est très très intéressante et finalement, si on réfléchit bien, je pense qu'on a tous vécu ce type de situation, j'en vis une en ce moment, quand on passe de la confrontation au conflit, c'est qu'il y a une rupture avec les incontournables de comportement qu'on a évoqués tout à l'heure. Qu'il n'y a pas de transparence, par exemple, qu'il n'y a pas de respect, et qu'il n'y a pas d'écoute, mais fondamentalement qu'il n'y a pas de transparence. Et donc la confrontation, bah, c'est il y a un sujet, il y a une difficulté, pour quelles raisons, etc. Et il n'y a pas de transparence sur la réalité et l'origine des difficultés, donc il n'y a pas de discussion et de construction possible. Et à ce moment-là, il y a conflit. Et oui, ça existe. Ce conflit, on aura l'occasion d'ailleurs de l'évoquer dans d'autres cénacles, mais ce conflit peut être réglé par des personnes qu'on trouve à l'intérieur du board qui vont servir un peu d'arbitre. C'est ce que j'ai l'occasion, par exemple, d'être dans un certain nombre de start-up, puisque étant dirigeant d'un family office et ancien entrepreneur, on est un peu l'équilibre entre les entrepreneurs et les fonds d'investissement. Ça peut être donc un arbitre interne, et puis ça peut être un arbitre externe. Et sur ce sujet, il ne faut pas hésiter à imaginer qu'un recours à un arbitre externe, voire de demander au tribunal de commerce, c'est pas le tribunal de commerce, c'est pas j'arrive, je dépose le bilan, c'est honteux, j'ai tout d'un coup un voile rouge ou un drapeau rouge sur mon entreprise. C'est-à-dire, il y a une confrontation qui se transforme en conflit qu'on ne peut pas résoudre parce qu'à un moment donné, ben, on bute sur des sujets de nature juridique. Par exemple, un conflit avec un dirigeant qui est le principal actionnaire. Vous le gérez comment? Vous pouvez pas le gérer parce que vous pouvez pas convoquer une assemblée générale pour le virer parce que vous pouvez pas le virer. Donc il y a plein de solutions pour traiter ces problématiques. Mais clairement, quand on passe de la confrontation au conflit, c'est qu'il y a un non-respect d'un incontournable d'attitude et de comportement. Sophie, vous vouliez compléter sur le conflit peut-être? On peut avoir des conflits entre personnes au sein du conseil, déjà. Donc ça peut arriver avec des tempéraments. C'est pour ça que le recrutement des administrateurs et la culture de l'entreprise, c'est tellement important. On peut avoir un conflit avec un désaccord avec la direction générale, et ça peut être un désaccord. Ça peut être aussi une demande qui n'a pas été répondue. Par exemple, on demande d'autres informations et on ne nous répond pas. Ça peut être un conflit aussi. Donc, moi, j'ai rarement vu des conflits. J'ai vu beaucoup de désaccords, et je dirais heureusement. J'ai vu beaucoup de désaccords. Et c'est là où les réunions non exécutives, c'est-à-dire les réunions hors la présence du dirigeant, aident, parce que ça permet de calmer les esprits et avoir ou une présidente indépendante ou un référent ou un président de comité, s'il y a des conflits entre personnes, de régler ce conflit entre personnes. Il est temps de conclure. Alors si on doit retenir qu'une seule chose de nos échanges, qu'est-ce que vous diriez, Patrick? Rapidement. Rapidement. Pourquoi j'ai été trop long tout à l'heure? N'ayez pas peur de vous entourer. On l'a évoqué, il y a tout ce qu'il faut sur le plan juridique, etc., pour adapter, trouver cette gouvernance adaptée dont je parlais tout à l'heure. Donc n'ayez pas peur de vous entourer.
Et vous avez l'habitude, d'une certaine façon, les entrepreneurs, ils ont leurs experts comptables qui font un travail remarquable, souvent leur conseil juridique, ils ont l'habitude d'avoir autour d'eux des gens qui ont un apport plutôt technique. Donc n'ayez pas peur de vous entourer sur des sujets qui sont, comme on l'a évoqué tout à l'heure, transversaux à l'entreprise et qui ne peuvent pas être abordés uniquement sous l'angle technique. Sophie Lélias, une chose à retenir. Alors, c'était un mot à l'époque, donc moi j'avais pensé à des mots, c'était l'ADN. Pour moi, la gouvernance, c'est vraiment l'ADN d'une entreprise. Et donc, si on a une bonne ADN, on aura une bonne gouvernance. Tellement. En matière de gouvernance, je pense que notre table ronde pourra conclure qu'il faut être éclectique. Et donc, comme Patrick vous a cité 3 fois Jésus-Christ, n'ayez pas peur, moi je vous cite Danton. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. C'était Jean-Paul II, non Mais il reprenait une parole du Christ dans l'Évangile de Saint-Marc. Pardon d'avoir été... Merci beaucoup pour ces paroles si inspirées les uns et les autres. Merci à tous les 3.